Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'est tenue aujourd'hui la sixième séance du Conseil des ministres où 6 questions étaient à l'ordre du jour. Et les membres du Conseil constitutionnel sous la direction de son président, M. Abdelbem Absiye, se sont réunis ce matin pour proclamer les résultats définitifs. Vous entendrez le président du Conseil constitutionnel et la mission du Conseil de sécurité de l'ONU se trouve au Nigeria. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh. S'est tenue aujourd'hui la sixième séance du Conseil des ministres où 6 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La secrétaire d'État chargée des affaires sociales a présenté devant le Conseil des ministres son plan d'action et ses objectifs à court terme. Le second point à examiner a porté sur la gestion de nouvelles voies ferroviaires reliant Djibouti à l'Éthiopie, les cadres juridiques et institutionnels de gestion de la nouvelle infrastructure. Puis le Conseil des ministres s'est penché sur un projet de décret portant attribution et organisation et fonctionnement du bureau et des enquêtes et d'analyse. Cet organisme aura pour mission de mener des enquêtes de sécurité afin de prévenir tout incident ou accident dans le domaine de l'avion civil. Ensuite, sur décret présidentiel, 3 conseillers techniques ont été nommés. Ils seront affectés à la primature et au ministère d'État chargé de la décentralisation. Le Conseil des ministres a examiné ensuite un projet de loi portant organisation du ministère chargé des investissements auprès de la présidence. Ce nouveau ministère sera doté d'un secrétariat général. En outre, l'ANPI, le Fonds économique de développement et le Palais du Peuple seront placés sous sa tutelle. Et enfin, les rapports d'émissions effectués à l'étranger par des membres du gouvernement ont été faits au chef de l'État. Suivez ce compte rendu qui nous est fait par le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 16e séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 mars 2017. Étaient inscrits à l'ordre du jour 2 projets de loi et 3 projets de décret, ainsi qu'une communication sur le plan d'action sociale de proximité et la présentation du registre social présenté par la secrétaire d'État aux affaires sociales. La première question concernait donc cette présentation faite par la secrétaire d'État chargée des affaires sociales sur les objectifs du plan d'action sociale de proximité qui sont les suivants. L'ouverture de guichets sociaux sur l'ensemble du territoire national, la formation d'assistants sociaux, la mise en place d'un dispositif de transmission optimale et de traitement des doléances destinées aux institutions. Un dispositif de collecte et de traitement des doléances a été mis en place et ce dispositif est renforcé par une campagne d'information et de sensibilisation auprès de la population djiboutienne. Des outils de transmission de ces doléances bien définis sont également élaborés. Il y a par ailleurs une étape de visite à domicile qui est également prévue. Ce plan d'action sociale reflète donc la politique et la volonté du gouvernement d'offrir des services sociaux de proximité à la population djiboutienne. Tout le processus précédemment évoqué vise ainsi à faciliter et à simplifier les prestations sociales pour une meilleure efficacité d'une politique sociale plus harmonieuse et plus proche des demandeurs de ces services. La deuxième question concerne un projet de loi
portant ratification de l'accord bilatéral entre la République de Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, signé le 8 décembre sur le chemin de fer. La construction de ce réseau ferroviaire répond à plusieurs objectifs et besoins fondamentaux. La mobilité d'abord dans le cadre des transports, des passagers et des biens et services, pour répondre aux besoins croissants du mouvement et du déplacement des biens et des personnes. La connectivité, ensuite, interconnecter les zones économiques et logistiques pour réussir le transport multimodal. Et enfin, l'intégration pour réaliser plus d'échanges commerciaux et tirer davantage de bénéfices socio-économiques et culturels entre les deux pays. Pour parfaire l'opérationnalité de cette nouvelle infrastructure, les deux gouvernements viennent de mettre en place ce cadre juridique et institutionnel. Cet accord bilatéral est l'instrument juridique qui va régir les politiques de transport ferroviaire entre les deux pays. Et donc, à travers cet instrument juridique, ce nouveau chemin de fer va jouer le rôle prépondérant pour une meilleure efficacité et efficience dans l'acheminement des marchandises et le décongestionnement des terminaux portuaires. La troisième question est relative à un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du bureau d'enquête et d'analyse BEA. Ce texte réglementaire s'inscrit dans la continuité de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, en créant un bureau d'enquête et d'analyse. Cet organisme spécialisé dirigera les enquêtes de sécurité et de prévention des accidents ou incidents susceptibles de se produire dans le domaine de l'aviation civile. Il convient de préciser que l'enquête dirigée par le BEA, dans le cas d'un accident ayant fait des victimes et concernant les autorités djiboutiennes, est fondamentalement différente de l'enquête judiciaire. Mais il y aura une parfaite coordination entre les deux types d'enquêtes. La quatrième question est relative à un projet de décret portant nomination de 3 conseillers techniques du Premier ministre et d'un conseiller technique du ministre délégué chargé de la décentralisation. Pour ce qui est des conseillers techniques donc rattachés au Premier ministre, il s'agit de M. Ali Hamad Hassan et de M. Omar Jama Odowa, ainsi que de M. Hassan Hussein Omar, qui sont donc nommés conseillers techniques auprès du Premier ministre. M. Aramis Ahmed Mohamed est nommé pour sa part conseiller technique auprès du ministre délégué chargé de la décentralisation. La cinquième question concerne un projet de loi portant organisation du ministère auprès de la présidence chargée des investissements. Ce nouveau département est chargé donc de mener la politique des investissements du gouvernement et de mettre en œuvre des stratégies adaptées pour attirer les investissements étrangers et favoriser également les investissements nationaux. Le ministère sera doté d'un secrétariat général et de 3 directions. Par ailleurs, l'ANPI, le Fonds économique de développement et le Palais du Peuple sont placés sous la tutelle de ce ministère. En fin de séance, le ministre de l'Éducation a fait part au Conseil de sa visite de travail en Turquie. Le ministre des Affaires étrangères a pour lui fait part au Conseil et fait rapport au Conseil de la visite officielle du chef de l'État en France du 27 au 28 février 2017. Le ministre des Affaires étrangères a également fait rapport au Conseil de sa visite de travail en Azerbaïdjan du 24 au 25 février 2017. Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur a fait rapport au Conseil de sa participation au Forum Arab Africa Trade Bridges tenu à Rabat du 21 au 24 février 2017. Les membres du Conseil constitutionnel, sous la direction de son président, M. Abdi Ibrahim Absi, se sont réunis ce matin pour proclamer les résultats définitifs des élections communales et régionales qui se sont déroulées le 24 février dernier. Après vérification de tous les résultats, le Conseil constitutionnel a procédé officiellement à l'annonce des listes ayant reçu l'aval ou l'assentiment d'une majorité d'électeurs pour chaque région ou commune. La proclamation des résultats officiels intervient 10 jours après le déroulement du scrutin ou du vote. Il confirme les annonces faites par le ministre de l'Intérieur, M. Hassan Omar. Ces résultats étaient jusque-là considérés comme provisoires en attendant de leur confirmation par le Conseil constitutionnel. Tous les membres du Conseil constitutionnel ont pris part à cette réunion de proclamation officielle des résultats définitifs. Aucune demande de recours n'a été présentée. Selon les résultats définitifs, les différentes listes électorales de la coalition UMP ont été déclarées largement
largement victorieuse. C'est pour la troisième fois que de telles consultations se déroulent dans le pays. Le Conseil constitutionnel a procédé à l'annulation des résultats de certains bureaux de vote, notamment à Ali Sebi et à Balbala. Rappelons que le Conseil constitutionnel est l'intuition chargée de veiller au respect de la Constitution. Il a pour mission principale de valider les résultats de tout scrutin qui se déroule dans le pays dans l'ordre et la sérénité et de manière démocratique. Dans son intervention, le président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Blamapsi, a indiqué que les listes de l'Union pour la majorité présidentielle ont remporté la majorité de ces sièges des conseils régionaux ou communaux. Je propose de l'écouter. Sur l'ensemble des résultats du scrutin, considérant que les résultats du premier tour des élections régionales et communales auxquelles il a été procédé sont les suivants. La commune de Resdika, suffrage exprimé 1112, voix obtenues par l'UMP 938, pourcentage correspondant 84,3, sièges attribués 9. Candidat ICP, voix obtenue 174, pourcentage correspondant 15,65, sièges obtenus 0. Donc pour la Resdika, UMP a 9 sièges et ICP a 0 siège. La commune de Bolhaus, suffrage exprimé 25 998. Voix obtenue par l'UMP 23 227, pourcentage correspondant 89,30, sièges attribués 62. Voix obtenue par UDJ 2771, pourcentage correspondant 10,70, sièges attribués 3. La commune de Belbala, suffrage exprimé 22 409, voix obtenues par l'UMP 19 731, pourcentage correspondant 87,70, sièges attribués 52. Voix obtenues par Nassib 2678, pourcentage correspondant 12,30, nombre de sièges obtenus 3. Arta, la région d'Arta, suffrage exprimé 4318, voix obtenues par l'UMP 3951, pourcentage correspondant 91,50, sièges attribués 9. Voix obtenues par l'UDG 367, pourcentage correspondant 8,50, sièges attribués 0. Dans la région de Dekil, suffrage exprimé 13 065. Voix obtenues par l'UMP 11 766, pourcentage correspondant 90,06, sièges attribués 18. Voix obtenue par UDJ, voix obtenue 1085, 8,30, sièges obtenus 0. Voix obtenue par Wanag 214, pourcentage correspondant 1,64, 0 siège. Dans la région de Tejora, 15 382, voix obtenues par l'UMP 14 676, pourcentage correspondant 95,41, sièges obtenus 16. Voix obtenues par SC 17, 706 voix, pourcentage correspondant 4,59, sièges attribués 0. Dans la région d'Obok, 8 209, voix obtenues par l'UMP,
8209, sièges attribués 9. Il y avait une seule candidature, une seule liste. Ali Sevier, suffrage exprimé 9369, voix obtenues par l'UMP, 9369, sièges attribués 13. Il y avait uniquement une seule liste en lice. Ainsi, la répartition des sièges entre les différentes listes ayant participé à ces élections s'est effectuée sur la base de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes qui ont obtenu plus de 5% de suffrages exprimés conformément à l'article 11 de la loi numéro 174 cité à nous. Qu'il y a lieu de constater que dans toutes les communes et régions où elles concouraient, les listes du groupement politique UMP ont recueilli la majorité absolue de suffrages exprimés requises pour être proclamés vainqueurs dès le premier tour. Le Conseil constitutionnel proclame que les élections régionales et communales qui se sont déroulées le 24 février 2017 dans notre pays ont été remportées dès le premier tour par le groupement politique UMP dans toutes les circonscriptions et les régions où ces listes étaient en lice. Les résultats des élections régionales et communales seront publiés au journal officiel de la République de Djibouti, délibérés par le Conseil constitutionnel dans ses séances du 28 février, 1er, 2, 5 et 7 mars 2017, où siégeaient M. Abdi Ibrahim Absiye, président, M. Ahmed Aden Youssouf, Ibrahim Idriss Djibril, M. Ali Soubana Farah, Mustafa Hashi Abdi, Abdul Qadir Abdallah Hassan, membre. Et dans le reste de l'actualité, un atelier sur la sécurité portuaire s'est ouvert ce matin au Centre régional de formation maritime à Doralé. Pour la première fois, le centre accueille une formation axée sur la sécurité portuaire. Des représentants de tous les organismes impliqués dans la sécurité portuaire y en pris part. Cet atelier est organisé par la Direction des Affaires maritimes avec l'appui du Centre maritime régional et l'Organisation maritime internationale, l'EIM. L'EIM a dépêché un expert en la personne de M. Chris. La cérémonie d'ouverture de cet atelier s'est déroulée en présence du directeur des Affaires maritimes par intérim, M. Ahmed Moussa, et du commandant des gardes-côtes, le colonel Waas Omar Borre. Vous suivrez dans un instant le mot de l'expert de l'OIM qu'a prononcé à cette occasion. Ce dont vous avez besoin, est-ce que vous voulez en termes de formation. Ce sera également une opportunité pour nous de, bien sûr, d'essayer de faire la publicité de ce nouveau centre. Nous allons voir comment l'OIM voit un petit peu la sécurité, sûreté portuaire et la facilitation qui en découle. Et comme je l'ai dit, vous allez voir certaines formations que dispense l'OMI. Et j'espérais qu'au cours de la journée, vous aurez l'opportunité de rencontrer des gens qui proviennent d'autres agences des Nations Unies qui dépendent de vos installations portuaires. Le directeur des affaires maritimes par intérim, M. Ahmed Moussa, a pour sa part appelé le rôle incontournable du centre régional maritime au niveau du renforcement des capacités et du partage des données. Nous l'écoutons. Le CNFM, avec ses 4 piliers, que sont la formation, le partage d'informations, le renforcement des capacités et la réforme des législations, est une structure régionale établie en Djibouti, dont la mission principale est d'accompagner en premier lieu nos administrations respectives et agences nationales chargées de la police en mer à renforcer cette opération régionale basée sur le code de conduite de Djibouti. Aujourd'hui, le CNFM se retrouve à un tournant majeur vers une étape de transition qui orientera décisivement non seulement son devenir, mais aussi son développement, et ce vers une pérennité tangible qui lui permettra de continuer à remplir son rôle de fédérateur des besoins et des offres des formations au niveau de la région.
Donc, il va sans dire que l'évolution de la suite des événements dans les jours à venir dépendra pleinement de la volonté du gouvernement de Djibouti et du soutien de la communauté régionale et internationale. Un mot en sport à présent. Le centre technique de formation tennis situé à Gabot-Kat a abrité hier la cérémonie de clôture d'un tournoi qui a duré une semaine. Le tournoi a permis à une trentaine de jeunes tennisman et tenniswomen de s'affronter amicalement et sportivement. Il aura été inculqué les valeurs de cette discipline qui connaît de plus en plus d'engouement. Cette cérémonie a vu la participation du président de la fédération, le doyen, M. Hamad Hussein Hamad, et les membres du comité, ainsi que les parents des enfants. À la fin de la cérémonie, les jeunes qui se sont démarqués ont pu être récompensés avec des médailles. Écoutons le président Hamad qui s'est déclaré réjoui du bon déroulement de ce tournoi et a félicité les jeunes. En convention avec eux, les enfants ils doivent démarrer à 5 ans. On les prend à 5 ans. À 10 ans, ils doivent jouer à l'extérieur. Donc quand il vient, c'est comme l'école. S'il va à l'école, c'est pour apprendre, pour aller plus loin. Alors s'il met ça dans la tête, il n'y a pas de mystère. On peut dire peut-être ils n'arriveront pas d'aller plus loin, très loin. Mais tous les joueurs que vous voyez dans le tennis, les parents, ils n'étaient pas riches. Avant, on disait tennis c'est cher, on ne peut pas pratiquer pour telle raison. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus de ces raisons maintenant. Il faut que les enfants jouent, que les parents les soutiennent seulement. Et nous, on doit les soutenir. On est là pour ça. Les entraîneurs qui sont ici, quand même, ils se déplacent pour eux. En sport, toujours, l'équipe nationale de football va se rendre demain au Burundi pour disputer un match amical contre l'équipe nationale burundaise. Ce déplacement va avoir lieu 2 semaines avant le lancement des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 que doit accueillir le Cameroun. Les requins bleus de Djibouti, avec leur tête et leur mauritanien, M. Moussa Mara, ont effectué hier après-midi quelques mouvements et exercices sur les techniques des jeux avant de s'envoler demain pour Bujumbura. Le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Souleymane Hassan Ouabberi, a tout fait avec l'appui du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport pour assurer ce déplacement. L'entraîneur de l'équipe nationale nous a en outre confié ses impressions avant ce déplacement. L'écoute. Un premier stage à l'ICB qui a duré une dizaine de jours, qui s'est très bien passé. C'était un bon cadre, une belle ville, des infrastructures adéquates pour travailler. On a abattu un très bon travail, une première ébauche de notre travail qui a été bonne. Durant cette période, on aura effectué un voyage au Burundi pour y jouer 2 matchs amicaux contre la sélection burundaise A, ça veut dire que l'équipe avec des pros, et un deuxième match qui aura lieu le 13 contre l'équipe locale, toujours à Burundi. Ce que le public de la fédération attend de moi, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il puisse nous aider à réussir notre mission, Inch'Allah. L'actualité à présent hors de nos frontières. La lutte contre Boko Haram a été fixée comme prioritaire par le Conseil de sécurité de l'ONU. 15 ambassadeurs des Nations Unies se sont réunis à Abuja pour examiner cette question. Au Nigeria, les émissaires du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont retrouvés hier. Dernière étape de leur tournée dans le bassin du lac Tchad. Dans la capitale fédérale du Nigeria ainsi que dans les autres pays de la région, les diplomates onusiens étaient là pour parler de la lutte contre Boko Haram. Les 15 ambassadeurs des Nations Unies ont rencontré les organisations humanitaires, la société civile et des membres du gouvernement. L'enjeu était de constater et d'évaluer les besoins en matière de lutte contre le terrorisme. Le Nigeria a annoncé avoir débloqué $1 milliard pour mieux lutter contre Boko Haram. Seulement, les diplomates onusiens veulent avoir des garanties en termes de transparence. Pour le gouvernement fédéral, il est difficile d'apporter une réponse concrète, car selon un officiel, les parlementaires n'ont pas encore voté les budgets.
Aux États-Unis, Donald Trump signe un nouveau décret sur l'immigration. Le premier décret migratoire de Trump avait été suspendu en février. Après plusieurs semaines de bataille juridique, le président américain a signé hier une nouvelle version. L'Irak ne fait plus partie des pays dont les ressortissants sont interdits d'entrer aux États-Unis. Donald Trump a signé une nouvelle version de son décret sur l'immigration qui doit entrer en vigueur le 16 mars prochain. En janvier, la première version avait suscité une vague de protestations aux États-Unis comme à l'étranger, accusée de discriminer les musulmans et d'être potentiellement anticonstitutionnel. Le premier décret avait été suspendu au bout d'une semaine. Ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour le Focus. Place maintenant au Focus. C'est Mathilde, bonjour. Bonjour Asma. Et plus de 900 pièces de monnaie extraites d'une tortue. Oui, c'est un peu insolite. Une opération unique sur une tortue géante vivante a été menée partout par le vétérinaire d'un zoo thaïlandais, Asma. Selon la 3e chaîne de télévision nationale, 5 kilos de différentes pièces de monnaie ont été extirpées plutôt de l'estomac de la tortue. De nombreux touristes en voyage en Thaïlande ont l'habitude de jeter des pièces dans le bassin où vivent les tortues du zoo. Ils pensent que c'est une tradition leur permettant de revenir en Thaïlande. Mais à cause de cette pratique, les vrais maîtres du bassin sont en danger car ils prennent involontairement les pièces pour de la nourriture. Cette fois, cette tortue qui vit dans un zoo de la province de Chonburi depuis longtemps a été sauvée. Il y a quelques temps, les employés de ce zoo ont fait remarquer que la tortue nageait avec une inclinaison à droite. Après un radio fait par les spécialistes du zoo, la décision a été prise d'opérer l'animal pour retirer les pièces. Cette opération a été unique en son genre et a été réalisée avec succès. Et focus également sur cette commémoration de la disparition du vol MH377 de la Malaysia Airlines. Ça fait 3 ans maintenant. Ouais, bientôt 3 ans que le vol MH370 de la compagnie Malaysia Airlines a disparu mystérieusement des écrans des radars alors qu'il survolait l'océan Indien. La commémoration de cette disparition aura lieu demain, un moment que les familles des victimes espèrent saisir pour exiger la reprise des recherches stoppées en janvier dernier par la Malaysia, la Chine et l'Australie. Samedi dernier, elles ont annoncé le lancement d'un levée de fonds privé destiné à financer la relance des recherches. L'Australie n'a pas exclu de mener de nouvelles recherches sous-marines dans le futur, tandis que la Malaisie a promu une forte récompense à toute société privée qui retrouverait l'épave du MH370. Parti de Kuala Lumpur en Malaisie en direction de Pékin, le Boeing 777 s'était volatilisé le 8 mars 2014 avec 239 personnes à son bord. Après 3 ans d'intenses recherches infructueuse, la drame est devenue l'un des plus grands mystères de l'aviation civile. Merci Samat El Saïd pour ces éclaircissements. Merci à vous qui nous suivez. À très vite sur Télé Djibouti.